bonjour à tous et à toutes. Merci. Quelques mots sur ce programme de recherche. Comme l'a rappelé Mouna, donc c'est un programme qui est pluridisciplinaire et qui a l'appui financier de la Fondation Maison de Sciences de l'Homme. C'est un programme qui s'est voulu volontairement mélanger les différentes disciplines puisque le sujet d'étude, alors je vois qu'il y en a qui font la grimace, je vais peut-être couper ma caméra, désolé, pour optimaliser le son, pardon. Donc je disais, c'est un programme qui s'est voulu volontairement mélanger les disciplines parce que le sujet d'étude qui est le nôtre sur la blockchain, comme vous allez le voir ce soir, c'est un sujet qui ne supporte pas, on va dire, les frontières disciplinaires. Bien au contraire, c'est un sujet qui nous remet tous en cause sur nos savoirs et sur nos pratiques. Et donc ce programme de recherche, il s'est voulu mélanger à chaque fois les disciplines avec deux axes principaux. Un axe qui mélange, j'allais dire, les questions monétaires, donc économiques, et les questions juridiques et qui a trait essentiellement à la question des cryptoactifs, dont vous avez beaucoup entendu parler, notamment le Bitcoin, et tout ce qui entraîne l'instabilité de la valeur ou la volatilité de ces différents on va dire, objets juridiques non identifiés parfois. Et puis un deuxième axe qui mélange à la fois l'informatique, le droit et aussi la gestion et l'économie, notamment à travers cette question principalement des smart contracts qui a été notre objet d'étude, mais qui dépasse cela puisque ça remet en cause aussi parfois certaines propriétés du droit concernant la propriété intellectuelle et on pourrait même aller parfois sur des questions de création de réseaux ou de remise en cause des réseaux puisque la question de la décentralisation et de l'organisation de cette décentralisation est au cœur de ces questions-là. Ce programme de recherche, il est surtout très important pour nous parce qu'il nous a permis, j'allais dire, de sortir de nos labos de l'université et surtout de tisser des collaborations fructueuses, à la fois des collaborations universitaires en interne, déjà entre la faculté de sciences, de droit, l'IAE, mais aussi à l'extérieur avec l'université d'Ottawa. Et puis des partenaires aussi tels que l'Université de Savoie et puis l'École nationale des mines de Saint-Étienne, puisqu'à travers cette fondation, on a évidemment des fonds qui nous permettent de lancer des programmes de recherche et surtout à destination des étudiants. C'est quelque chose qui était important pour nous, j'allais dire, de faire redescendre la recherche aussi avec le futur, on va dire, de ces questions-là, puisque les étudiants que nous formons, que ce soit en master ou à l'École des mines à laquelle nous contribuons, sont aussi des étudiants qui sont amenés à questionner en fait ces questions de blockchain ou de réorganisation de centralisation. Il y a évidemment des collaborations qui sont plus traditionnelles, institutionnelles et publiques, à travers la Banque de France, avec laquelle nous avons collaboré. Nous avons organisé une réunion de travail, pour ainsi dire, pour lequel le député Miss était déjà présent et nous avait déjà appuyé de son soutien et de sa présence. Et puis également des partenaires privés qui étaient là lors de cet événement qui a eu lieu en 2019, à travers aussi l'entreprise Havas Blockchain et aussi IBM, et puis aussi d'autres institutionnels tels que le greffe du tribunal de commerce, et puis la Fondation UJM aussi, qui apporte un soutien aussi sur ces questions-là et sur ces programmes de recherche. Je remercie en tout cas Mouna pour cette introduction, et puis je vais laisser la parole maintenant, on va dire, au cœur du sujet, et je vais laisser la parole à Richard Baron pour nous présenter, ne serait-ce que dans une très grande généralité, mais c'est ô combien utile, ce qu'on entend par blockchain. Oui, bonjour, merci Nicolas, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nous sommes partis d'un texte issu d'un rapport de mission d'information qui a le mérite d'avoir un statut étatique, dirons-nous, et qui définit une blockchain comme un registre, une grande base de données qui a la particularité d'être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs de ce registre et qui ont également tous la capacité d'y inscrire des données selon des règles spécifiques fixées par un protocole informatique très bien sécurisé grâce à la cryptographie. Alors, on va partir de cette définition et je vais essayer de la préciser en termes informatiques, en tout cas pour ce qui me concerne. Donc, du point de vue de l'informaticien, effectivement, merci, une blockchain, donc il y en a toute une palanquée, elles sont fort nombreuses, on ne peut pas dire la blockchain. Une blockchain est effectivement une base de données, c'est-à-dire un outil informatique qui va permettre de stocker des informations de nature diverse sur lesquelles nous reviendrons. Et elle a trois singularités, enfin trois caractéristiques qui assemblées ensemble en font un objet nouveau au sens où cette technologie a émergé il y a, disons, une dizaine d'années, en 2009, avec l'invention du Bitcoin par un ou des inventeurs sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, qui ont eu l'idée d'assembler tout un ensemble de technologies informatiques pour garantir ces trois propriétés qui sont singulières pour cette fameuse base de données.
Tout d'abord, la base de données en question, elle est distribuée, c'est-à-dire qu'elle va être recopiée, répartie sur un très grand nombre, un nombre important en tout cas de machines, d'ordinateurs en pratique, qui peuvent être, si nous prenons l'exemple de la blockchain associée au Bitcoin, qui enregistre donc toutes les transactions en Bitcoin, qui peut être donc un nombre de machines de l'ordre du millier, voire de la dizaine de milliers, donc qui implique un nombre de recopies très important de cette base de données, et ce qui conditionne évidemment sa résilience, sa capacité effectivement à enregistrer de manière sûre, puisque il faudrait venir à bout de tous ces ordinateurs pour mettre fin à l'existence même de cette base de données, ce qui est évidemment compliqué quand on a plusieurs dizaines de milliers de machines. La deuxième propriété qui est extrêmement importante dans cette technologie, c'est que les données qui sont enregistrées, ils sont enregistrées d'une manière considérée comme définitive. On parle d'immuabilité, le terme anglais immutability, dans la mesure où ces données sont enregistrées dans on peut dire des blocs, d'où le nom chaîne de blocs, des blocs qui vont faire référence les uns aux autres et qui vont, le temps passant, s'empiler les uns sur les autres en quelque sorte. Et au bout d'un certain temps, comme on dit, on considère qu'une information qui a été enregistrée dans un bloc qui a été enregistré, disons, il y a quelques dizaines ou grosses dizaines de minutes, eh bien, ces données ne sont plus du tout modifiables, ou en tout cas, pour les modifier, ça impliquerait un coût calculatoire qui serait complètement, qui est de fait à peu près inatteignable. C'est évidemment important lorsque, là encore, on veut enregistrer par exemple des transactions dans une crypto-monnaie ou les autres types d'informations que nous allons préciser ensuite. Et enfin, troisième caractéristique, on parle donc d'une base de données qui va être enregistrée sur plusieurs milliers, dizaines de milliers d'ordinateurs. La particularité et probablement l'invention, l'ingéniosité de cette conception à la fin des années 2000, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre ces machines, donc le système est totalement décentralisé, il n'y a pas un ou des ordinateurs qui auraient un rôle particulier. Donc ces ordinateurs vont devoir trouver entre eux des méthodes, des mécanismes de consensus pour se mettre d'accord, pour tomber d'accord sur les informations qui doivent être enregistrées et celles qui n'ont pas lieu d'être enregistrées. Donc c'est l'assemblage de ces trois propriétés qui fait la singularité de cette technologie, à mon sens. Et alors, lorsque l'on présente le sujet, très souvent, avec en plus toutes les informations que l'on peut recevoir, que l'on peut percevoir parfois, qui sont pour une bonne part d'entre elles un peu exagérées, un peu voilà, un peu à chaud. On a j'ai beaucoup de collègues, notamment lorsqu'on le présente scientifiquement, qui froncent les sourcils. Bien, ça marche. Et pourtant, ça marche. Et pourtant, il tourne. Cette blockchain, enfin, ces blockchains. Depuis 2009, depuis le fonctionnement effectivement de la première blockchain mise en œuvre pour stocker les transactions, pour enregistrer les transactions du Bitcoin, la blockchain en elle-même n'a jamais été l'objet de piratage. Et je ne doute pas que tous les matins, des gens se lèvent dans le monde en se disant, tiens, aujourd'hui, je vais pirater la blockchain du Bitcoin, a fortiori lorsqu'il vaut plus de 40 000 euros. Alors, je donne souvent l'exemple effectivement de la blockchain associée à une crypto-monnaie plus ou moins sulfureuse. Je pense que mes collègues ou le député Miss, par exemple, pourra y revenir. Mais aujourd'hui, cette technologie va bien au-delà uniquement de l'enregistrement uniquement de transactions dans des crypto-monnaies, ou disons des crypto-actifs pour être plus neutre peut-être sur le sujet. Et on a donc tout un tas d'applications qui sont désormais envisagées, comme par exemple le suivi de marchandises, la traçabilité des marchandises. Carrefour en France a développé une blockchain pour permettre la traçabilité des marchandises, notamment sur des produits d'appellation d'origine contrôlée, je crois que ça s'appelle. On peut enregistrer des informations relatives à la propriété intellectuelle. Je donnerai plus tard un exemple tout à fait brûlant d'actualité, mais depuis longtemps, on a des systèmes qui proposent d'enregistrer des images pour des photographes, par exemple, en les enregistrant, en enregistrant en tout cas une preuve de l'existence de cette image, de cette photo qui a pu être prise, par exemple, et en l'estampillant, en la datant dans le temps, en lui mettant une date précise, en l'associant à une date précise.
Un autre développement sur lequel nous travaillons d'ailleurs, qui est tout à fait prometteur, c'est aussi la possibilité, en utilisant toujours cette propriété fondamentale de l'immuabilité, d'enregistrer à l'intérieur d'une blockchain des petits programmes informatiques que l'on nommera maladroitement, enfin qui étaient mal nommés smart contracts, ils sont pour l'instant très peu smart, et qui auront donc la propriété d'une part de ne pas être modifiables, ce qui est tout de même un atout, une qualité intéressante lorsqu'on parle de contrats entre deux ou plusieurs contractants d'ailleurs, et qui auront la possibilité de s'exécuter automatiquement avec donc des conséquences que nous essayons d'étudier sur le plan de la recherche. Plus récemment également, vous avez peut-être entendu parler, puisque je suis un peu aidé, nous sommes un peu aidés, en tout cas dans cette présentation, par l'actualité, de ce que l'on appelle les NFT pour Non-Fungible Tokens, donc les jetons non fongibles, avec une œuvre d'art qui a été, une œuvre d'art virtuelle au demeurant, qui a été vendue, dont la propriété a été vendue via un jeton numérique, non fongible, donc non échangeable, enfin qui correspond complètement à cette œuvre d'art uniquement, et ceci pour un montant de 69 millions de dollars, si je me rappelle bien. Et j'ai appris plus récemment qu'un journaliste a vendu la photo d'un de ses articles sur les jetons non fongibles, et que je crois aux enchères, il a dû la vendre 50 000 ou 500, 50 000 ou 500 000 dollars, je ne sais plus. Donc, on voit que, et donc ces jetons cette propriété est bel et bien enregistrée dans une blockchain. Alors, voilà quelques éléments de présentation. Je pense qu'on pourra revenir sur certaines questions au moment du débat et des questions. Je voulais tout de même terminer sur le fait que, effectivement, certains d'entre vous ont sans doute entendu parler de cette critique qui est adressée à certaines de ces blockchains, en tout cas lorsqu'elles utilisent un mécanisme de consensus particulier. C'est le fait que, par exemple, la blockchain du Bitcoin consomme une quantité d'énergie tout à fait phénoménale qui est sur une année comparable à un petit pays. Voilà. Donc il y a une contrepartie, effectivement, même si je pourrais argumenter sur le fait que c'est le prix de la confiance, mais c'est un sujet de débat en tout cas. Voilà pour ce qui est du point de vue informatique, assez rapidement. Et je laisse donc la parole à mon collègue Nicolas, je crois, qui intervient juste après. Merci.